Bonsoir à tous, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. On est ensemble et en direct jusqu'à minuit. François Bayrou se dit prêt à discuter mesure par mesure et invite les chefs de parti à Matignon lundi prochain. Il est prêt à négocier sur tous les sujets sauf un, c'est l'ampleur de l'effort budgétaire à fournir. On va décrypter cette interview du Premier ministre ce soir avec Rachel Binas. Bonjour Rachel. Avec Marc Petit. Bonjour Marc. Bonsoir, avec Bruno Jeudi. Bonjour Bruno. Jean-Marc Sylvestre. Bonjour Jean-Marc. Guillaume Tabar nous rejoindra dans un très petit instant et on est évidemment comme tous les soirs avec Samy Sfaxi puisque pour l'heure c'est le journal et on commence avec vous Samy. Oui absolument et on va commencer ce journal. Allez-y Julie. Par ces images impressionnantes d'une tempête de grêle cet après-midi, Samy. Qui s'est abattue en Saône-et-Loire, Julie, absolument. 28 départements sont ce soir placés en vigilance orange aux orages. Les Bouches-du-Rhône, attention particulière sur les Bouches-du-Rhône et sur le Var. Ils seront concernés cette nuit. 80 à 100 litres d'eau sont attendus par mètre carré sur le littoral jusqu'à demain midi. Soyez donc extrêmement vigilants. Dans la Nièvre, d'ailleurs, une femme malheureusement est morte cet après-midi après la chute d'un arbre. Les précisions d'Agathe Albouy avec les équipes de BFM TV. Des grêlons de la taille d'une balle de ping-pong recouvrent ce jardin, le transformant en un paysage blanc. Sous un ciel orageux, les billes de glace frappent violemment les vitres, tandis que des rafales de vent balaient les environs. Un orage violent et soudain qui a surpris tous les habitants de Ciry-le-Noble en Saône-et-Loire. Dans cette ville voisine, le même nuage s'abat sur les jardins. La piscine de cet habitant se remplit de grêle en plein mois d'août. À 150 km de là, dans le département de la Côte d'Or, les habitants assistent depuis leurs fenêtres à des pluies diluviennes. À Saint-Honoré-les-Bains, dans la Nièvre, l'heure est aux constatations. Christian découvre ce qu'il reste du véhicule de son ex-femme, après le passage d'un violent orage hier. Tout est écrasé. Le moteur est HS, tout est HS. Il n'y a rien à récupérer là. À quelques rues de là, Véronique était chez elle quand l'orage a éclaté. Des rafales, un bruit sourd. Elle sort et découvre son jardin dévasté. Oh là là, quand je suis arrivée, le choc. Mon grand sapin qui était tout en hauteur, qui était assez gros et qui était grand, complètement tombé. Mais alors tombé, heureusement, sur le chemin, là, et pas sur ma maison. Le département de la Nièvre est resté en vigilance jaune pour les orages toute la journée. 28 autres, des Pyrénées jusqu'au Bas-Rhin, sont en vigilance orange ce soir. Et Éléonore Bocara et Anthony Ferry sont avec nous sur ce plateau du service météo et climat de BFM TV parce qu'Éléonore, il faut le dire, cet après-midi, l'événement, en tout cas les événements climatiques ont été d'une rare violence. En effet, et nous avons donc toujours 28 départements placés en vigilance orange par Météo France en raison de ces orages. On a pu observer déjà de très forts cumuls de pluie. Anthony peut peut-être vous en donner quelques échantillons. Alors oui, on a mesuré par exemple 45 litres d'eau par mètre carré qui sont tombés en très peu de temps à Villefranche dans le Rhône, 45 litres d'eau aussi par mètre carré dans l'Aveyron. Comme on le disait, 45 litres d'eau par mètre carré, eh bien en fait c'est 45 bouteilles d'eau que vous versez en très peu de temps sur 1 mètre carré, donc c'est énorme vraiment. Et malheureusement ça peut provoquer des phénomènes de ruissellement. Puis vous le voyez aussi évidemment sur ces images, eh bien ces grêlons de 2 à 4 cm qui sont tombés avec force, ils sont tombés de 10 km d'altitude puisqu'ils se forment au cœur du cumulonimbus et donc forcément ça peut provoquer de très importants dégâts notamment sur les cultures de vignes ou arboricoles lorsqu'on a des orages comme ceux-ci qui se produisent par exemple en Saône-et-Loire. Et on va faire un point dans un instant d'ailleurs sur ce qui est attendu cette nuit avec une vigilance particulière autour des Bouches-du-Rhône et du Var, mais d'abord écoutons le maire adjoint de Palinges en Saône-et-Loire qui témoignait sur BFM TV. Écoutez. Oui, je revenais de Paray-le-Monial. Et donc j'arrivais sur Palinges, à 1 kilomètre de Palinges, sur la route express double voie. J'ai vu un tapis de feuilles en arrivant, alors qu'il pleuvait pratiquement pas jusqu'à maintenant. Et j'ai vu beaucoup de grêlons dans les champs aux environs. Et donc je suis sorti de la route express. Je suis sorti de la route express. Et donc je suis arrivé sur Palinges et donc voilà, il y avait des grêlons un petit peu partout. Moi, je me suis pas rendu compte s'il y avait des voitures endommagées ou des voilà.
Mais en arrivant chez moi, j'ai vu qu'il y avait mon jardin qui avait été abîmé. Voilà, j'ai la chance d'avoir une piscine avec un toit voûté dessus, donc le toit n'a pas été abîmé. Mais par contre, je suis allé après une réunion, l'Assemblée générale, Volcano pour pas les nommer, et donc il y a des gens qui disaient qu'il était tombé des grêlons de 2-3 cm. Voilà. Et malheureusement, Éléonore, on n'en a pas fini avec ces intempéries. Absolument pas, je vous le confirme, puisque vous voyez cette diagonale qui correspond donc aux départements qui sont en vigilance et qui va du sud-ouest jusqu'au nord-est. En réalité, ce sont 2 salves d'orage. Les images que nous avons pu voir en Saône-et-Loire, là on est sur la première salve d'orage uniquement. La deuxième a démarré en fin d'après-midi aujourd'hui aux alentours de 18h et elle va continuer sa progression. On voit bien les 2 zones ici, et cette deuxième salve d'orage, elle part des Pyrénées, elle va aller jusqu'aux Alpes en passant par le golfe du Lion, le Massif central, la Provence également, et on va avoir une observation particulière par rapport aux très forts cumuls de pluie qui sont attendus en très peu de temps, aussi de fortes rafales de vent, des chutes de grêle, et on s'intéresse beaucoup aux Bouches-du-Rhône et au Var. Regardez, ça c'est la carte de vigilance pour demain. Alors la majeure partie de ces départements, de ces 12 départements qui sont en vigilance, vont sortir vers la fin de nuit, mais nous allons nous intéresser aux Bouches-du-Rhône et au Var, puisqu'on attend de très très forts cumuls. 80 à 100 litres d'eau par mètre carré sont attendus, notamment entre Marseille et la Côte d'Azur, donc avec une intensité particulière au niveau du littoral. Demain matin, donc ce sera encore très intense sur ces zones-ci. On attend aussi des rafales de vent jusqu'à 100 km/h, des chutes de grêle aussi. Ça devrait s'améliorer un petit peu dans l'après-midi, mais attention, en attendant vraiment demain matin la plus grande vigilance sur ces départements. Et d'ailleurs, nous sommes toujours en vacances. Un grand nombre de Français sont en vacances. Un mot sur la Corse, Anthony Ferry, puisque la Corse également sera peut-être touchée dans les prochaines heures. Oui, attention particulière effectivement sur la Corse, puisque actuellement Météo France est en train de réfléchir à savoir si on va mettre l'île de Beauté en vigilance orange pour les orages. Pourquoi? Eh bien parce que ce jeudi soir, vraiment, une dépression qui est actuellement dans le golfe de Gênes, la dépression Augustin, va concerner la Corse et malheureusement pourra apporter là aussi de très forts cumuls de pluie, de très violentes rafales de vent, et donc il va malheureusement falloir rester très prudent donc sur cette île de Beauté, mais en fait globalement sur l'ensemble du pays, puisque malheureusement nous n'en avons pas fini avec la pluie qui va nous concerner encore pendant de très très longues heures et de très très longs jours. Et 28 départements sont donc toujours en vigilance orange aux orages. Merci beaucoup pour ce point. On continue à suivre l'évolution de la situation. On en vient, Samy, à cette nouvelle fusillade aux États-Unis. Et le fléau des armes à feu qui se poursuit aux États-Unis. 2 enfants ont été tués et 14 personnes blessées dans une fusillade pendant une messe dans une école catholique de Minneapolis. L'assaillant, lui, a tiré à de nombreuses reprises à travers les fenêtres de l'église. Il s'est ensuite suicidé et on vient tout juste de l'apprendre. Le FBI qui lance une enquête pour crime motivé par la haine visant les catholiques. Ça vient de tomber. Jean Imbert, on le disait également sur l'antenne de BFM aujourd'hui, Jean Imbert, le chef étoilé qui se met désormais en retrait de tous ses restaurants. On l'a évoqué sur cette antenne. C'est une enquête qui a été ouverte par le parquet de Versailles contre lui pour des violences conjugales. Et puis vous teniez à nous montrer une image qui vient d'Espagne. Samy, vous y teniez particulièrement à celle-là. Pour finir un petit peu, bien sûr, sur une bonne note. Oui, vous avez jamais fait la tomatina j'ai jamais fait ça. Julie, ou pas? Non, bah alors en tout ça cas, ne donne pas particulièrement envie. Ouais, ça m'étonne pas. C'est marrant. Hein. Gigantesque bataille de tomates, mais c'est une tradition populaire en Espagne. Hein. C'est très 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 important. 120 tonnes pour être précis, 120 tonnes de tomates qui sont trop mûres pour la consommation. Tradition populaire qui remonte à 1945. On fêtait donc les 80 ans aujourd'hui. Voilà pour cette image. On salue nos voisins espagnols. Merci beaucoup. Samy Sfaxi. Allez, on marque une très courte pause. On se retrouve dans un instant. On va revenir sur cette prise de parole, cette interview de François Bayrou aux 20h de TF1 ce soir. Le Premier ministre qui se dit prêt à discuter mesure par mesure. Il recevra lundi, en tout cas, il invite les chefs de parti à venir le voir à Matignon pour négocier. Est-ce que ça convaincra les oppositions ? Pas certaine. On va en parler avec nos spécialistes dans un instant. On posera la question aussi à Éric Coquerel et Brice Hortefeux qui seront nos invités. Je vous invite à scanner le QR code qui va apparaître sur votre écran tout au long de l'émission si vous avez des questions à nous poser et on tentera d'y répondre. À tout de suite.
François Bayrou se dit donc prêt à discuter mesure par mesure. Il invite les chefs de parti à le rencontrer à Matignon ce lundi. Mais la condition préalable, dit-il, c'est qu'on s'entende sur l'importance de l'effort budgétaire. Le Premier ministre qui semble y croire encore. On l'écoute, c'était ce soir aux 20h de TF1. Vous représente le plateau Rachel Binas. Bonjour Rachel. Bonjour. Marc Toitier, rebonjour. Jean-Marc Sylvestre, Bruno Jeudi et Guillaume Tabar. Bonjour à tous les 5. Il y croit encore là, François Bayrou. 12 jours, c'est long, dit-il. Heureusement que lui y croit. Parce que personne d'autre, il est tout seul à y croire. Il n'y a pas grand monde effectivement à parier qu'il pourra rester. Mais après tout, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais il répète beaucoup la même argumentaire, c'est-à-dire son diagnostic. Finalement, on est devant un malade dont tout le monde se dit qu'il est vraiment en difficulté. Le malade, en faillite ou presque, avec un diagnostic qui est très mauvais, catastrophique, mais toutes les familles politiques autour refusent qu'on applique une thérapie. Et on nous dit même pas quelle sera la thérapie qu'on appliquera. Donc on va préférer sans doute laisser crever le malade. Pourquoi il est venu sur le plateau de TF1 ce soir, François Bayrou? De fait, il lui reste 12 jours pour mener cette bataille et l'opinion est un des éléments de cette bataille, même si, bien sûr, ce sont les partis et les parlementaires qu'il faudra convaincre. Bon, il l'a fait, je trouve, avec combativité, mais il y a même une certaine dignité de sa part à mener ce combat jusqu'au bout. Il a bien montré que cette question de la dette, c'est pas une question, c'est pas un caprice, c'est vraiment une urgence pour le pays. Ce qui est plus étonnant et même, pour tout dire, un peu déroutant, c'est quand même cette méthode et ce calendrier choisi par François Bayrou. Parce que maintenant, il dit, attendez, commençons déjà par nous mettre d'accord sur le constat. C'est de bonnes méthodes. Le constat qui est les 44 milliards d'euros d'économies à faire. Il fallait commencer par ça. Il fallait que, dans sa fameuse conférence de presse du 15 juillet, il dise, voilà, je mets à plat le diagnostic, discutons-en, mettons-nous d'accord sur le diagnostic, et à la rentrée, on discutera des modalités. Or là, il a fait exactement l'inverse. Le 15 juillet, il a présenté des modalités qui, inévitablement, ont été contestées parce que quand il y a des efforts à faire, ça ne fait jamais plaisir à personne. Et maintenant, il voudrait reprendre le film à l'envers. Et le problème, c'est que tout ça est un peu tard et que le temps est maintenant compté pour embobiner le film. Et même les fameux partis, il dit, venez discuter avec moi. Et en même temps, les autres disent, mais pourquoi il l'a pas fait plus tôt? Pourquoi il l'a pas fait plus tôt? Alors, il a répondu justement à cette question, parce que Gilles Boulot lui a posé la question. Il y avait les vacances, Guillaume Tabar. On écoute François Bayrou. Elle est un peu faiblarde, cette excuse des vacances, Rachel Binas. Elle ne tient pas un instant. Enfin, c'est une excuse qui ne passe pas. Qui ne passe pas un instant. Et en effet, on sent bien qu'on est face à un gouvernement, pour ne pas dire même à une formation politique au sens large, qui ne sait pas faire avec le régime parlementaire et qui n'a pas envie, quelque part, d'y aller. Alors, attention, je ne dis pas que c'est la seule formation politique qui a du mal avec la négociation. Les oppositions, je crois qu'elles ont du mal aussi. Loin de là. Mais toujours est-il que Emmanuel Macron n'a jamais acté l'idée que du fait de la dissolution, la dernière dissolution, on était en régime de type parlementaire et qu'il allait falloir négocier. Or là, on l'a noté, le Kairos, l'idée du temps n'est pas du tout maîtrisée, pas un instant. Quelque part, elle ne l'a jamais vraiment été. On a eu l'occasion d'en parler sur le plateau, avec la CFDT par exemple, qui est peut-être le syndicat le plus pondéré, le plus modéré, avec lequel la Macronie, entre guillemets, aurait pu faire. Et elle ne l'a jamais voulu. Elle l'a jamais voulu, ni sur la réforme des retraites, la CFDT non plus. Pardon ? La CFDT non plus. Vous citez les retraites. La CFDT n'a jamais voulu concéder qu'il fallait bouger sur les retraites. Sur la retraite à points, par exemple, elle a tendu à un moment plusieurs fois la main au gouvernement qui ne l'a pas reçu, qui ne l'a pas reçu un instant. Et là, quand on voit François Bayrou se rendre à l'université de la CFDT, arriver, faire un discours et repartir sans échange, il y a quand même un art de la négociation qui est au niveau, on est proche de zéro. Et regardez ce que répond quand même Marine Le Pen sur X ce soir. Monsieur le Premier ministre, vous dites ne pas aimer la ruse. Pour ma part, je n'aime pas le mensonge. Contrairement à ce que vous avez affirmé devant des millions de Français aux 20h de TF1, le Rassemblement national n'était pas en vacances. Tout le monde peut vérifier que je vous ai bien écrit une lettre précise et détaillée sur vos propositions budgétaires, laissées sans réponse. Comment on explique ça? Je pense que ça illustre la maladresse sans doute qui a marqué cette intervention ce soir du Premier ministre. Sur le fond, je suis assez d'accord avec Guillaume Tabar, il y a sa sincérité, il est sur ses thématiques, il a mis tout sur la table, il veut discuter des modalités sans toucher à l'ampleur de l'effort, tout ça on le sait, il n'y a rien de nouveau.
En revanche, je trouve que ce soir, dans la façon d'essayer de reprendre la main, parce qu'il s'est mis il a fait tout à l'envers, convoquant les chefs de parti et de groupe en début de semaine prochaine. Il leur reproche qu'ils étaient en vacances. Il ignore la lettre de Marine Le Pen à laquelle il n'a pas répondu. Bon, c'est limite vexant. Et je trouve que il risque sans doute d'avoir loupé son intervention ce soir par cette maladresse, parce qu'il prend il prend un tweet. Mais surprenant quand même de la part de Marine Le Pen, parce que je pense que il fait une faute de temps lundi en préparant son coup, parce que c'est pas quelque chose qu'il a décidé le lundi midi. Il y réfléchissait. Visiblement, c'est une décision bien réfléchie. Qu'il a présenté au président de la République, qu'il a laissé faire. Tout ça était. Mais il s'attendait pas à avoir un non immédiat et du PS et du RN. Et c'est là où il a sans doute fait les choses à l'envers. Il n'a pas cherché à jauger d'abord leur réaction et il les convoque lundi pour discuter de quelque chose qu'il a enclenché lui-même lundi dernier. C'est un peu tard. Donc, mais Guillaume Tabar, c'est dans une situation très compliquée et maintenant il est dans l'impasse là. Il essaie de voir comment il peut manœuvrer, mais c'est surprenant quand même de la part d'un homme politique aussi expérimenté que François Bayrou, qu'avant de parler de faire ce coup, parce que personne ne s'y attendait tellement, qu'il n'ait pas pris le temps de savoir quelles étaient les forces sur lesquelles il pouvait compter.